Bonjour et bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le premier podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles. Je suis Estelle, sa créatrice et également famille relais bénévole pour l'école des chiens guides de Paris depuis plus de 4 ans. Je vous donne rendez-vous chaque premier et troisième vendredi du mois pour partager avec vous mes rencontres avec des familles d'accueil, des maîtres chiens guides, mais aussi plein d'autres invités engagés auprès des chiens guides d'aveugles. Pour cet épisode, je vous présente Marion, qui est instructrice de locomotion à l'école des chiens guides du Nord à Lille. C'est en souhaitant revenir dans son Nord natal que Marion, alors éducatrice spécialisée, découvre l'opportunité de devenir instructrice de locomotion au sein de l'école des chiens guides du Nord. Mais quelle formation lui permet alors de se réorienter ? Et quelle place tient ce métier dans le parcours vers l'obtention d'un chien guide pour une personne déficiente visuelle ? De ses premiers pas, toute jeune formée à aujourd'hui, Marion revient pour nous sur les principaux moments où elle intervient auprès des personnes déficientes visuelles ayant fait une demande de chien guide. Elle nous explique aussi comment elle travaille au quotidien, en lien notamment avec ses collègues éducateurs de chiens guides d'aveugles, afin de faire matcher tout de suite les binômes maître et chien. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Marion. Bonjour. Merci en tout cas d'avoir accepté de m'accueillir. On est à Lille, à Ronc aujourd'hui. Tu vas nous parler un peu de ton métier. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter ? Oui, alors je m'appelle Marion, j'ai 34 ans et je suis instructrice de locomotion donc à l'école des chiens guides depuis maintenant 5 ans. D'accord. Comment tu en es arrivée à faire ce métier, si on revient un peu aux origines ? À l'origine, je suis éducatrice spécialisée. D'accord. Depuis 2009 maintenant, j'ai travaillé principalement en centre de réinsertion sociale en région parisienne et lors de mon retour dans le nord de la France, j'étais un peu bloquée niveau recherche d'emploi et je connaissais les chiens guides via ma grande sœur. D'accord. Elle est éducatrice de chiens guides depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Ok. Et qui est également instructrice de locomotion, si je dis pas de bêtises, depuis 7 ans. D'accord. Voilà, donc je connaissais. Donc c'est de famille. c'est un peu les métiers d'accompagnement, c'est un peu des métiers de famille. Donc je connaissais les chiens guides via ma grande sœur, mais je ne connaissais clairement pas du tout le métier d'instructrice de locomotion. Mais bon voilà, je suis arrivée à une période où le métier d'éducateur spécialisé en milieu social n'était plus accessible, avec une opportunité, on va dire, de me spécialiser du coup vraiment sur un secteur, sur un handicap particulier qui est la déficience visuelle. D'accord, parce qu'en tant qu'éduc, tu étais auprès de différents types de handicaps. Tu peux travailler auprès de différents handicaps. Moi, j'ai choisi ce qu'on va appeler le handicap social avec les personnes donc en réinsertion. Mais tu peux travailler avec des personnes de tous âges déjà et avec tout type de handicap. Ok. Voilà, il n'y a pas de spécialité, en tout cas au niveau de la formation. Après, on choisit un petit peu ce que l'on souhaite faire. Mais là, j'ai vraiment eu cette possibilité et cet intérêt du coup qui est arrivé pour la déficience visuelle. Donc du coup, j'ai postulé au chien guide. Ok, donc il y avait un poste qui était ouvert. Il y a aussi un poste qui était ouvert sur le métier d'instructeur de locomotion. D'accord. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, la plupart du temps, les instructeurs de locomotion sont formés quand ils sont en poste. D'accord, donc c'est un peu comme les éducateurs de chiens guides. C'est un peu comme les éducateurs de chiens guides. On n'est pas formés par la même structure. Nous, on est formés par la Fédération des aveugles et des amblyopes de France, D'accord. à Paris également, mais en lien. Ici, en tout cas, c'est l'employeur qui nous envoie sur cette formation. Donc c'est comme les éducateurs de chiens guides où en fait on devient éducateur de chiens guides en étant embauché au sein d'une école et c'est l'école qui nous envoie en formation. Exactement. Là c'est pareil. C'est pareil. Et la plupart du temps, alors dans les écoles de chiens guides en tout cas, il est assez rare que les instructeurs de locomotion arrivent déjà diplômés à l'embauche. Généralement voilà, ils sont embauchés et après on les envoie en formation. Ok. Donc c'est ce que tu as fait. C'est ce que j'ai fait. Donc je suis partie en formation à Paris pendant 8 mois. D'accord. À la différence, là, il y a des éducateurs de chiens guides qui sont sur une formation plus longue et en alternance, sur un système d'alternance, donc en formation à l'école et ici, sur le site. Instructeur de locomotion, on est sur 8 mois vraiment en formation. Et sur un apprentissage technique, la plupart du temps. La locomotion étant l'apprentissage de techniques qui vont permettre, grâce à l'utilisation des autres sens que la vue, d'appréhender son environnement, de l'analyser, de le comprendre et du coup de le maîtriser. D'accord, parce que du coup, si on peut définir l'instructeur en locomotion en quelques mots, quel est ton travail au quotidien et quel est ton rôle ensuite au sein de l'école ? Alors mon rôle et du coup mon travail au quotidien, ça va être d'apprendre aux personnes déficientes visuelles qui arrivent chez nous et qui vont du coup vers le projet chien guide, de déjà être autonomes dans leurs déplacements. Le chien guide est alors je mets des gros guillemets, mais est un outil d'aide au déplacement, mais c'est pas lui qui gère.
Oui, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, on passe éventuellement de la canne au chien, mais il faut déjà savoir gérer sa propre locomotion. Voilà. Il faut savoir s'orienter, et c'est un peu, du coup, ton rôle dans la démarche chien guide. Ça, c'est mon rôle. Donc, on va passer par différentes étapes. Alors, forcément, la plupart du temps, on va passer par l'utilisation de la canne blanche, qui va être le premier outil d'aide au déplacement. Donc, c'est un outil de détection. Et la locomotion, ça va être... On passe par quelque chose d'assez large. Hein. Ça va être apprendre à marcher droit sur un trottoir. Vraiment, voilà, la base. Savoir se repérer, s'orienter dans l'espace. Savoir anticiper l'arrivée à un carrefour. Puis, une fois que j'y suis à ce carrefour, qu'est-ce que j'en fais ? Comment je le comprends ? Comment je l'analyse ? Et du coup, comment je le traverse au bon moment ? Comment je construis mes trajets. Donc on va partir sur aussi un travail de représentation de l'espace, de représentation mentale, et puis la prise de repères. Comment j'utilise mes autres sens pour prendre des repères dans mon environnement. Et quand tu dis matérialiser, on voit souvent l'image de vous en tant qu'instructeur de locomotion avec le petit Véleda, là, avec les petits aimants, la plaque, je sais pas si t'as le mot technique qui va avec. Une plaque aimantée, tout simplement. D'accord. Une plaque aimantée, un peu comme les plaques d'écolier, sur lesquelles effectivement on met des aimants qui permettent de tracer. Alors plusieurs choses, hein, on va tracer, dessiner des carrefours, des trajets entiers, des pâtés de maison. Et aussi ça peut être tout simplement un outil de compréhension. Le premier exemple qui me vient en tête, on va parler de marche parallèle. Quand on demande aux personnes pour pouvoir marcher bien droit sur le trottoir, on va marcher parallèlement à la circulation. D'accord. Quelquefois, tout ça, même si les personnes savent ce que ça veut dire, parallèle, etc., pouvoir poser les choses, toucher, se représenter en fait ce qu'on leur demande, c'est souvent plus simple. Et donc du coup, voilà, c'est un outil de dessin. C'est du dessin, rien à voir avec le braille. Sur ces plaques-là, il n'y a pas de petits points ni rien. Pas du tout. On est vraiment dans la représentation dans l'espace. Exactement. Et c'est ce qu'on voit souvent dans un carrefour où vous êtes justement avec cette plaque, avec les croisillons, entre guillemets. Parce que, je le rappelle et je le dis souvent, c'est pas le chien qui décide quand est-ce qu'on traverse. Lui, il montre, et c'est ce qu'on fait même moi en tant que famille relais, on leur apprend à s'asseoir au passage piéton, qu'on appelle les lignes. C'est ça. Et toi, derrière, c'est toi, du coup, qui fais le boulot avec le déficient visuel pour lui apprendre à détecter le vert du rouge, j'ai envie de dire, mais autrement. Déjà comprendre comment fonctionne le carrefour, comment ça circule, sur quel type de carrefour je vais me trouver, un carrefour à feu, avec un stop, un CD de passage, tout ça peut se comprendre à l'oreille, tout simplement en écoutant. Et après, le chien ayant un travail quand même assez important en indiquant en tout cas où se trouvent les passages piétons, les lignes, il faut que la personne soit en capacité de s'assurer que c'est pas bien le bon endroit, que le chien est bien orienté pour faire sa traversée, et effectivement c'est la personne qui va décider du moment de traverser et non pas le chien. C'est pas le chien qui voit le petit bonhomme vert. Pas du tout. Ça, on me pose la question tous les jours en tant que famille relais quand je suis avec notamment la Miss Salsa cet été. Comment il sait que c'est vert ou que c'est rouge ? Non, malheureusement, il voit pas grand-chose sur la couleur. Il sait pas, il a confiance en son maître et son maître du coup doit gérer tout ça. Et c'est son maître qui dit on y va. Exactement. Et tu nous parlais aussi donc de ces autres sens. Est-ce qu'on utilise uniquement l'ouïe ou est-ce qu'il y a d'autres sens que tu travailles avec les déficients visuels ? On utilise beaucoup l'ouïe. Parce qu'il y a énormément d'informations auditives dans l'environnement. En fait, les voitures, on peut se dire la circulation, ça peut faire peur, mais en même temps, c'est source d'informations. Donc, on travaille quand même pas mal l'ouïe. Ensuite, on va travailler tout ce qui est podotactile, donc les sensations sous les pieds. On pense tout de suite aux bandes qu'on connaît, mais il y a beaucoup d'autres outils. On va parler aussi de ce qu'on appelle le sens des masses. Donc, c'est la perception des pleins et des vides, c'est-à-dire percevoir quand on longe un bâtiment. Parce qu'on a une sensation donc de plein à côté de nous. Percevoir également quand ça s'ouvre. Donc quand ça s'ouvre, ça peut être une entrée de parking ou quand on arrive justement à l'angle d'une rue, cette sensation d'ouverture. Voilà, tout ça c'est la sensation des masses qui nous entourent. On va travailler aussi sur le sens kinesthésique. Donc ça c'est plutôt les sensations du corps dans le mouvement. D'accord. Ça va être les changements de direction, les dénivelés au niveau du sol aussi, qu'on peut ressentir, des choses comme ça. Tous ces sens, en fait, vont permettre et de comprendre notre environnement, de se créer la représentation, mais aussi de prendre des repères au fur et à mesure du déplacement. Donc toi, tu en es venue à ce métier-là, tu nous disais, en découvrant un peu le métier grâce à ta sœur, au final, qui, elle, est passée par la case éducatrice et qui est aujourd'hui instructrice aussi. Elle est les deux. Elle est les deux. C'est un métier, donc on peut combiner les deux. Oui. Et toi, donc, tu as suivi cette voie d'instructrice en locomotion. Aujourd'hui, dans l'école, donc on est à l'école des chiens guides du Nord à Ronques, comment ça s'organise ? Tu interviens, j'imagine, avant la remise, mais du coup, à quel niveau ? Donc, on rappelle qu'il y a le dossier qui est déposé par la personne déficiente visuelle. Est-ce qu'il y a un premier bilan dès le dépôt du dossier ou c'est juste après que tu interviens ? On va dire qu'il y a un premier bilan effectivement suite au dépôt du dossier qui va se faire sous forme de stage d'accueil. La personne vient à l'école. Alors moi j'ai plutôt appelé ça un stage de découverte. Qui actuellement se fait sur une journée.
cause sanitaire oblige. Mais bon, ça se fait actuellement sur une journée. En fait, sur cette journée, la personne va rencontrer les différents professionnels de l'association. Elle va rencontrer l'éducateur de chien guide, elle va rencontrer notre psychologue également, et un instructeur de locomotion. Et lors de cette journée, donc c'est la première intervention qu'on a, donc l'idée c'est d'échanger avec la personne pour lui présenter un petit peu ce que propose l'association en termes d'accompagnement, ce qu'est le chien guide, ce qu'est la locomotion. Et alors des personnes qui vont savoir déjà ce qu'est la locomotion, qui sont déjà passées par un parcours de rééducation, par des structures extérieures, et d'autres pour lesquelles c'est pas le cas du tout. Donc on présentait un petit peu notre métier, essayer de détecter un petit peu quelles sont leurs difficultés, leurs besoins actuellement en termes de déplacement, et on va partir sur une petite évaluation en extérieur. On va faire un petit parcours en fait dans la ville pour pouvoir jauger un petit peu aujourd'hui des capacités de la personne, donc capacité, compréhension des consignes, capacité de déplacement, des choses comme ça. Donc on intervient déjà lors de cette première journée, c'est là qu'il va y avoir le bilan. Donc en gros, ce bilan permet de savoir si oui ou non on peut accompagner la personne vers un chien guide, et la personne, ça lui permet de savoir si, en fin de compte, une fois qu'elle a beaucoup discuté avec l'éducateur, essayer un chien au harnais, si ça lui convient. Voilà, si c'est toujours quelque chose qui est raccord avec ses demandes. Et généralement, ça c'est ma première approche, mais c'est à partir de là, surtout que l'instructeur de locomotion va travailler, puisqu'on aura du coup fait le bilan des besoins de la personne en termes de locomotion, de déplacement, et on va pouvoir débuter notre accompagnement avant remise. On peut intervenir de différentes façons sur des périodes plus ou moins longues, tout va dépendre des besoins de la personne. Mais en gros, sur un accompagnement complet, on va être sur l'apprentissage des techniques pures et dures qui se font dans un milieu que la personne ne connaît pas, pour apprendre. Pour être sur un terrain neutre un peu. Un terrain neutre, c'est exactement ça. Et on va pouvoir ensuite intervenir à domicile. Et en fait, toutes les techniques qui ont été apprises, on va les transposer sur les trajets de la personne. Donc du coup, comment je fais sur un trajet que j'ai connu en tant que voyant, comment aujourd'hui je m'y prends pour prendre de nouveaux repères, pour comprendre un petit peu ce qui est en train de se passer, pour m'orienter, me représenter dans ce nouvel espace que je perçois différemment. Et en termes de volume horaire, tu penses qu'en moyenne, c'est combien de temps ton accompagnement Est-ce que c'est l'histoire d'une journée ou est-ce que c'est plutôt l'histoire d'une semaine, par exemple Non, c'est plus que ça, même si ça dépend toujours. Oui, ça dépend du profil de la personne. Du profil de la personne et de ses besoins. Il m'est déjà arrivé d'intervenir sur 2 demi-journées. On travaille à la demi-journée ici. Parce que la personne avait juste besoin de revoir certaines choses au domicile. Voilà, le parcours de rééducation ayant déjà été fait avant, etc. Et quand j'interviens sur une rééducation complète, c'est difficile à dire. Généralement, on donne le nombre de 30 séances. 30 demi-journées. Une quinzaine de jours. Voilà. Après, c'est pas continu, j'imagine. C'est pas continu. C'est des demi-journées, alors soit une fois par semaine, soit une fois tous les 15 jours. Parce qu'on travaille aussi à distance. On intervient sur 14 départements, donc c'est vrai qu'on a aussi ce temps de route qui prend du temps, qui se prend en compte dans tout ça. Mais on est du coup sur des prises en charge de quelques mois, on va dire, sachant qu'après cette prise en charge, on demande à la personne de continuer à se déplacer toute seule pour prendre confiance en elle, pour bien maîtriser les choses, pour vraiment être à l'aise sur ses trajets. Toute seule mais à la canne. Toute seule à la canne, bien sûr. Toujours avec son outil. Oui, bien sûr. Toujours avec un outil ici de détection au moins. Et on réintervient de nouveau peu de temps avant la remise du chien pour travailler là plutôt le travail de transition. C'est-à-dire qu'on fait la transition entre le déplacement à la canne et le déplacement avec le chien. Les repères sont plus tout à fait les mêmes, le type de fonctionnement n'est plus tout à fait le même non plus, et donc du coup il y a un petit travail à faire dessus. Exemple simple, tout à l'heure quand tu m'as parlé des autres sens dont on se sert quand on se déplace, j'ai omis de parler du toucher de canne, parce que c'est vrai que moi je vois le déplacement chien guide, mais on a le toucher de canne qui donne énormément d'informations, et c'est vrai qu'une personne qui se déplace avec une canne va avoir beaucoup d'informations au niveau du sol, et donc du coup prendre beaucoup de repères grâce à ça. Et tout ça on l'enlève quand arrive le chien. Et donc du coup être en capacité de trouver d'autres repères, d'anticiper les choses autrement pour que le déplacement avec le chien soit bien plus fluide. Donc on va réintervenir à ce moment-là pour faire ce travail de transition entre les deux outils. Donc si je récapitule, il y a un moment où tu interviens un peu au niveau du bilan pour regarder un peu, faire un état des lieux. C'est ça, exactement. Tout simplement regarder, la personne déjà, est-ce qu'elle se déplace avec une canne ? Il y en a certains dans mes interviews qui faisaient 100, on va dire, et qui au final passent au chien guide, donc il y a quand même un passage avec un instructeur de locomotion, parce qu'il y a quand même quelques techniques à savoir, que ce soit à la canne ou au chien. Derrière, il y a toutes ces périodes, toutes ces séances entre, on va dire, un jour jusqu'à une quinzaine de jours selon les besoins de la personne. Tu disais, dans un premier temps, dans un lieu neutre, puis ensuite
ensuite pour transposer à domicile. Et il y a la dernière phase de transition, quand arrive du coup la remise de chien guide, où là, il faut du coup transposer tout ce qu'on a appris avec la canne et le toucher de la canne, comme tu viens de nous l'illustrer, jusqu'à du coup la fluidité d'un déplacement avec un chien guide qui n'a rien à voir, hein, je le dis souvent, entre caricaturement l'essuie-glace de la canne qui permet de détecter et derrière de devoir analyser, et le non-essuie-glace du chien guide qui est en fait un slalom assez fluide et assez c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc du coup, il y a aussi ce côté de... On va commencer aussi à expliquer le fonctionnement du chien, les codes du chien guide. Voilà. La remise du chien dure 2 semaines. Ce sont 2 semaines très très intenses avec beaucoup de choses à apprendre. Un lien à créer déjà avec le chien. Une relation. Une relation, une compréhension, une confiance. Voilà, l'idée aussi, c'est que en préparant au mieux la personne avant sur le côté l'aspect plus technique, et voilà, ça laisse plus de place pour le reste. D'accord. Et du coup, tu nous parlais des éventuels autres centres de rééducation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a bien compris que le métier d'instructeur de locomotion, il fallait être embauché par une structure chien guide ou autre. Justement, quelles sont les autres structures dans lesquelles on peut exercer ton métier ? Alors, on va avoir des structures pour les enfants. Ouais. Ici, dans le Nord, par exemple, on a l'IGIA, l'Institut des jeunes aveugles. Et après, il y a d'autres structures pour les enfants. Et après, pour les adultes, on va avoir des centres de réadaptation, rééducation. Alors, dans le Nord, on n'en a pas, mais il y en a un sur Paris, il y en a un dans le sud de la France, etc. Ce qu'on a dans le Nord, par contre, c'est un SAVS, un service d'accompagnement à la vie sociale, donc qui s'appelle Rémora, qui se trouve sur l'île. SAVS DV, donc vraiment spécialisé sur la déficience visuelle, où il y a également des instructeurs de locomotion. D'accord. L'intérêt de ce type de structure, c'est qu'on a vraiment un panel d'accompagnement beaucoup plus large. Ici, à l'école des chiens guides, on travaille sur le déplacement. Donc c'est instructeur de locomotion et éducateur de chiens guides. Sur ce SAVS, on va avoir le côté déplacement, mais aussi le côté vie quotidienne. Donc on va avoir ce qu'on appelle des AVGistes, accompagnement à la vie journalière. Ouais. Donc plus pour ce qui est à la maison. Oui. Comment je m'organise à la maison, comment je cuisine, comment je range mes affaires, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et puis aussi un accompagnement administratif. Il y a aussi un accompagnement psychologique qui peut être proposé. D'accord. Donc c'est beaucoup plus large, c'est vraiment de l'accompagnement global. Et donc en tant qu'instructeur de locomotion, il y a du coup ces fonctions qui existent aussi dans ce genre de structure. Et du coup là on est toujours vraiment sur la locomotion, mais du coup à la canne. À la canne, c'est ça. Et pas du tout avec l'objectif du chien guide derrière. Ça peut, mais quelquefois c'est un objectif qui va arriver après. C'est pour ça que certaines personnes ont déjà fait une rééducation en locomotion parce qu'elle sera déjà passée par ce type de structure et que le projet chien guide sera arrivé par la suite. D'accord. Et du coup, toi, à ce moment-là, tu réinterviens quand même, notamment sur la transition, peut-être avec le chien guide ? Généralement, effectivement, sur la transition. Au moins ça, et quelquefois aussi sur la vérification des trajets, pour voir si effectivement... les trajets faits, on va dire, sont bien faits. La plupart du temps, c'est le cas, mais bon, ça fait aussi partie de mon métier, de vérifier si la personne est bien en sécurité sur ce qu'elle fait actuellement. Et puis, sur l'aspect transition, et puis quelquefois sur l'aspect aussi, toujours par rapport à ce côté transition, quelquefois de choix de trottoir, tout simplement. Quelquefois, il y a des petites choses à changer, tout simplement parce qu'avec un chien, ça passe pas. Oui. On est plus bête, hein. Voilà, des choses un peu bêtes comme celle-ci. Voilà, des endroits où les passages piétons seront plus visibles pour le chien, plus pratiques, des choses dans ce style. Donc on peut revoir certaines choses comme ça. Ouais. Donc au final, dans l'accueil que te fait la structure, enfin ton employeur, les chiens guides, quel est le lien aujourd'hui que tu as avec les collègues éducateurs de chiens guides ? Parce que du coup, j'imagine qu'il y a des fois où vous devez sûrement intervenir en binôme, notamment dans la phase de transition, mais est-ce qu'il y a aussi plus en amont dans la demande des interventions de ta part ? Alors vraiment sur le côté projet chien guide, accompagnement de la personne, on va travailler en binôme lors du stage d'accueil. D'accord. La décision se prend en équipe. Alors on est quand même sur des travails très individuels, on va dire ça comme ça, on travaille dehors, tous. Donc on se croise beaucoup. Aussi en partie pour ça qu'on travaille en open space, pour avoir l'occasion de se croiser quand on est au bureau. On peut avoir des moments effectivement de travail en équipe. J'essaye, avec mes collègues en tout cas, de pouvoir participer à certaines de leurs activités à eux. Comme par exemple, on appelle l'essai chien. Donc l'essai chien, c'est présenter le chien guide que l'on pense être pour la personne. Voilà, c'est aller lui présenter ce chien à son domicile et lui faire essayer. Alors l'essai pour essayer si en termes de rythme de marche, tout ça, si ça convient. Et c'est aussi un essai en termes de caractère, de choses comme ça. J'essaye toujours, si possible... Donc
Tu interviens pendant l'essai chien? Alors j'interviens, surtout je suis présente. Pour moi cette présence c'est importante parce que j'ai suivi la personne pendant plusieurs mois avant. On se connaît, il y a un lien de confiance qui a été créé et l'éducateur la plupart du temps n'est pas connu. Hein, il arrive avec un chien, donc c'est une journée très spéciale pour la personne, mais c'est aussi quelquefois une journée un peu stressante. Donc je fais un peu ce lien entre les deux, entre l'éducateur et la personne. Je connais l'environnement, le rythme de marche, je connais les trajets aussi. Donc voilà, ça fait un peu lien. Permet à la personne d'être un peu plus tranquille parce qu'il y a quelqu'un de connu qui est présent. Et lien aussi de... c'est pas parce que la locomotion est terminée que l'instructeur de locomotion disparaît. D'accord. Pour moi, c'est important que la personne se rende bien compte de ça, parce que c'est vrai qu'une fois que le chien arrive, on part sur toute autre chose. C'est génial, le chien arrive à la maison, les personnes sont très contentes, elles arrivent enfin à la conclusion de leur projet. L'aboutissement, ouais. L'aboutissement, donc c'est une super période. Le lien premier de la personne déficiente visuelle, suite à ça, devient l'éducateur du chien. Mais voilà, l'instructeur de locomotion est toujours présent et peut toujours intervenir si besoin, parce que nouveau trajet, parce que difficulté particulière dans le déplacement. C'est vrai que nous on n'intervient pas du tout sur le chien, l'éducation du chien, mais voilà, sur le côté déplacement. Donc voilà, pour moi il est important que le lien se poursuive par la suite. Et autre moment pendant lequel j'essaye également d'être présente, c'est à la fin de la remise. Un peu l'apothéose de tout ça. Bah oui. Parce que c'est important. Pour moi, il est important que la personne puisse montrer qu'elle a réussi. Et que la conclusion puisse se faire tous ensemble. La conclusion de tout ce parcours. Ouais, au final, vous avez mis les briques les unes après les autres. Locomotion, chien guide. Et puis à la fin, il y a un binôme qui est créé et qui a besoin de toutes ces briques-là. Et tout le monde est présent. Voilà. Je crois savoir que la famille d'accueil n'est pas très loin non plus. Oui, sur une journée un peu plus officielle, qui est la remise officielle. Voilà, ça s'appelle comme ça. La remise officielle, donc là qui est plus la remise... la remise de la médaille du chien, la remise de son diplôme également, donc on remet tout ça au chien et à son maître. Et c'est aussi l'occasion pour le maître du chien guide de rencontrer tous les acteurs. Effectivement. Donc les familles d'accueil, les familles relais, les familles week-end, le moniteur du chien, parce que c'est pas toujours l'éducateur qui éduque le chien, mais c'est parfois le moniteur. Pendant la première année, ouais. Voilà. La première pour la deuxième. Donc voilà, tous les acteurs qui ont participé à cette construction, à construire un petit peu ce mur, je parlais de briques tout à l'heure, voilà, sont présents ce jour-là pour officialiser cette réussite, quoi. Ouais, donc en fait, t'interviens un petit peu à tous les niveaux. Et est-ce que après la remise, il y a quand même un peu de suivi, et est-ce que là encore tu peux intervenir s'il y a un nouveau trajet ou pas? J'imagine que c'est à toi plutôt qu'à l'éducateur que le maître va s'adresser. Ouais. Généralement, oui, on va intervenir en cas de nouveau trajet. L'accompagnement de la personne ne s'arrête jamais. En fait, une fois qu'elle a le chien et jusqu'à la fin de l'activité du chien, son accompagnement ne s'arrête jamais. Donc, il y a toujours moyen, effectivement, de nous recontacter pour travailler sur un nouveau trajet. Et du coup, il est possible, dans ces cas-là, qu'on reprenne un petit binôme avec l'éducateur, ce qui est un boulot super sympa. C'est-à-dire que moi, je vais travailler avec la personne, juste la personne toute seule, pour découvrir son trajet. Et ensuite, l'idée, c'est de pouvoir l'apprendre au chien. Donc, toujours pour faciliter un petit peu les choses, l'éducateur peut être présent également pour montrer le trajet au chien. Donc moi, je montre le trajet à la personne, l'éducateur montre le trajet au chien, et après, on laisse le duo ensemble. Voilà, on laisse le duo faire tous les deux. Chaque personne, on va dire, chaque quantité du binôme a déjà un peu ses repères, c'est un petit peu où il va, et ça simplifie les choses et ça permet de retravailler en équipe. D'accord. Et justement, tu parlais tout à l'heure de cet open space. Est-ce que dans ton métier, tu as beaucoup de temps où tu es au bureau? Alors, tu travailles beaucoup à l'extérieur, mais est-ce qu'il y a quand même un petit peu d'administratif? Qu'est-ce que tu fais un peu au bureau? Alors, au bureau, il y a tout ce qui est écrit, bien sûr, les suivis, les bilans de prise en charge, les choses comme ça. Donc, il y a une partie rédactionnelle quand même. Quand même. Ouais, pas énorme, hein, attention, pas avoir peur, mais c'est important parce que on reste sur une structure, hein, quand même, on est une structure d'accompagnement, donc les écrits permettent d'officialiser les choses, de transmettre les informations, donc c'est super important. Et après, j'ai toute une partie lien avec les partenaires. On va beaucoup travailler sur l'accessibilité des communes, et surtout sur le manque d'accessibilité des communes. Malheureusement. Voilà. Et créer des liens donc avec soit la commune en soi, soit avec l'agglomération. Aujourd'hui, moi, j'ai certains liens avec la MEL, et puis les autres agglomérations sur lesquelles on travaille. Donc la métropole lilloise. La métropole européenne de Lille, ouais. Et puis toutes les autres agglomérations, donc le Dunkerquois, du côté d'Arras, Calais, etc. On va faire des demandes très régulières pour que les trottoirs soient plus accessibles. Oui. L'accessibilité, ça va passer par un trottoir qui soit peut-être moins abîmé.
voilà, qu'on a du mal à poser les pieds tellement il est abîmé, par l'accessibilité surtout très importante au niveau des carrefours. Donc avec les bandes podotactiles, les descentes, le dénivelé, alors les bateaux c'est plus pour les entrées et sorties de parking, mais là on est plutôt sur un dénivelé qui va permettre en fait au trottoir donc de s'abaisser à la bordure d'être basse, les potelets, etc. Les carrefours à feu qui aujourd'hui peuvent être équipés de répétiteurs sonores c'est vraiment un outil qui est vraiment très très aidant. On peut partir sur plein de demandes qu'on peut demander aux communes. Donc ce temps-là est pris, donc forcément utilisé au bureau. Je suis pas présente dans l'open space au bureau, mais j'ai tout un côté, on va dire, un peu aussi plus administratif, moins à l'extérieur. Je fais partie de certaines commissions intercommunales d'accessibilité, on va dire, notamment à la MEL également, donc avec des réunions de temps en temps pour discuter de l'accessibilité. Alors au niveau de la MEL, c'est tout public, tout handicap, mais bon, ça permet de discuter des futurs aménagements d'établissements recevant du public, des prochains travaux qui vont être faits, des besoins en fonction du handicap, etc. Mais du coup, toi, c'est vrai qu'en tant qu'instructrice de locomotion, tu vois tout ça quand tu accompagnes les personnes et tu vois surtout le manque d'accessibilité, comme tu le disais, et toute cette action-là que tu fais au titre de ton emploi en tant que salarié ici au Chien Guide du Nord, et ben justement, ça te permet d'améliorer aussi le quotidien par ricochet en fait c'est ça. De tous les bénéficiaires du coup Chien Guide ou Cannes à ce moment-là c'est pas forcément réservé, voire tout simplement poussette et handicap moteur c'est pas forcément souvent j'ai l'impression que quand on pense handicap on voit souvent un fauteuil mais il y a beaucoup d'adaptations qui sont pour tout le monde et même pour les poussettes tout simplement Après je pense que le handicap moteur avec le fauteuil roulant est un handicap visible. Exactement. Et donc facile à comprendre. Contrairement au handicap visuel qui est moins visible. On comprend peut-être moins ce dont les personnes ont besoin pour se déplacer. Donc du coup, on se pose moins de questions, on comprend moins l'importance de l'accessibilité des lieux publics, quoi. Et pour en revenir avec ton lien avec les chiens, du coup, au quotidien, quel est-il et comment toi tu t'organises dans ton métier? Parce que du coup, tu travailles beaucoup plus avec la personne qu'avec le chien, en fait. Oui, je travaille jamais directement avec le chien. Par contre, je peux avoir des moments, il y a tous les moments agréables. Effectivement, je travaille dans les mêmes bureaux que les éducateurs, donc je croise des chiens dans la journée, donc il y a les moments sympas, les moments câlins, etc. Et c'est vrai que c'est une ambiance, du coup, qui est assez appréciable. Des moments plus techniques aussi, parfois les éducateurs me demandent de passer sous bandeau derrière leur chien. D'accord. Mais ça fait partie aussi du travail de l'éducateur et de l'éducation du chien, de guider d'autres personnes. De temps en temps, passer derrière le guidon et voilà, et essayer, on va dire un peu comme ça, le chien. Je le fais aussi des sorties avec l'éducateur qui pense remettre son chien à une personne que j'accompagne. Ça me permet de voir en direct l'allure du chien, si vraiment ça correspond à l'allure de la personne, parce que c'est pas toujours facile de se rendre compte. Oui, donc en fait, le lien avec les chiens, il se fait dans la structure, et c'est bien sûr par ton employeur. Et aujourd'hui, tu arbores le joli t-shirt des Chiens Guides Centre Paul Corqueville. Au final, tu es venu via l'éducation spécialisée et via ta sœur, du coup, qui est dans la même structure ou pas, du coup? Alors oui, aujourd'hui, plus précisément, ma sœur est responsable technique de notre antenne qui se trouve en Normandie. Oui, donc c'est vraiment une histoire de famille. Oui. Ça doit jaser, les réunions de famille. Au final, dans toute cette équipe, tu participes, j'imagine, aussi aux réunions d'équipe un peu plus, décisionnaires par rapport aux divers dossiers qui rentrent. Parce que vous êtes plusieurs instructeurs de locomotion ici ou pas? On est 3 instructeurs de locomotion. D'accord. Alors sur Onc. Après, on a l'antenne de Normandie, mais sur Onc, en tout cas, on est 3 instructeurs de locomotion, plus en tout cas d'éducateurs. Donc nos réunions se font tous les mois. Entre instructeurs de locomotion? Entre éducateurs et instructeurs de locomotion, avec nos 2 responsables, donc la directrice et le responsable technique de l'école. Ce sont des réunions où on va effectivement prendre des décisions sur quel type de chien peut correspondre à quelle personne, etc. Mais c'est aussi des réunions sur lesquelles on fait le point au fur et à mesure de où on en est. Où j'en suis de mon accompagnement, comment est la personne, comment elle se déplace, quel est son caractère, et pareil avec le chien. Du coup, chacun voit un petit peu l'évolution de chaque côté, du côté chien, du côté déficience visuelle. Ça permet de connaître un petit peu mieux les chiens. Pour ma part, les éducateurs, ça leur permet de connaître un petit peu mieux les personnes que l'on accompagne alors qu'elles ne les ont jamais rencontrées, pour vraiment faire le bon match à la fin.
Puisqu'on le dit toujours, hein, on prend pas la première personne sur liste d'attente et le dernier chien diplômé. On fait beaucoup plus que ça, parce qu'il faut, c'est un binôme pour la vie, c'est pas juste les deux premiers. Non, pas du tout, ça marcherait pas. Ça marcherait pas. On se planterait souvent, je pense, si on fait ça. Ouais. Donc le travail au final que vous faites en amont est aussi hyper important pour essayer de pré-cibler. Et j'imagine que ça permet aussi de faire de bons essais derrière avec plusieurs chiens, parce qu'on va pas présenter tous les chiens à la personne. Non, généralement l'essai il se fait avec un chien. La plupart du temps, c'est le bon. Il est bien ciblé tout de suite. Et je me demandais si, parmi toute cette aventure que tu as eue avec les chiens guides, il y avait quelque chose que tu avais appris ou découvert. Alors, t'étais un peu biaisée parce que la sœur est dans l'affaire aussi, mais est-ce qu'il y a quelque chose auquel tu t'attendais pas forcément avant d'être salariée ici ? Tout simplement, bête comme réponse, hein, mais tout simplement, j'ai appris mon métier et j'ai découvert, en fait, le monde de la déficience visuelle et le monde du chien guide. Même si ma sœur, effectivement, travaille ici depuis bien plus longtemps que moi, je connaissais les chiens guides par ce qu'elle pouvait en expliquer parfois, par les portes ouvertes auxquelles j'ai pu parfois participer, mais me rendre compte vraiment de l'aspect technique de tout ça, de toutes les possibilités, de toutes les capacités. C'est vraiment une découverte et une très belle découverte. La formation de l'instructeur de locomotion, pour moi, était une grande découverte. On se dit, ah ouais, c'est possible. En faisant ça, c'est possible. On peut, la personne peut continuer, peut avancer. Pas de limites. On a tous des limites. Donc là, il y en a aussi. Sont bien plus loin que ça. C'est ça. On se rend pas compte en fait des possibilités. Et ça, c'était vraiment une grande découverte, une belle découverte. Et puis j'imagine que tous les sens, alors tu me parlais de beaucoup de sens, c'est vrai que moi il y a quelque chose qui me fascine, c'est cette capacité à sentir les masses. En tant que voyante, j'ai jamais testé, et ça c'est quelque chose que tu as appris du coup pendant la formation. Ça doit être difficile, non, à retranscrire à la personne. Comment tu fais pour ça ? C'est vrai que le sens des masses, on en parle surtout pour les personnes non voyantes. Tant que on a un peu de vision, il va être plus compliqué de s'ouvrir, je vais dire ça comme ça, à ces sensations. Et puis elles sont pas faciles non plus forcément à percevoir, à maîtriser, et ça se fait seulement avec l'expérience. À force de faire, à force d'exercices, d'exemples, les personnes vont se rendre compte qu'à un moment donné, elles quittent un mur et que ça s'ouvre. On lit ça après quelquefois aussi, parce que du coup le sens des masses fonctionne avec l'oreille interne. C'est la réverbération des sons en fait qui permet d'avoir ces sensations. On va lier ça aux sensations aussi de courant d'air, de soleil qui va arriver sur la peau, en disant là vous sentez le courant d'air, on va refaire la même chose encore une fois, mais on va plus se concentrer sur les sensations autres, et puis en liant les choses au fur et à mesure, en travaillant sur des endroits différents, sur des matières différentes qui réverbèrent, on va dire un peu différemment, le vert étant la masse qu'on va ressentir quelquefois le plus fort. D'accord. Donc en travaillant sur les matières, petit à petit, au fur et à mesure, on va commencer à travailler un petit peu sur ces sensations. Enfin, moi, c'est vraiment la chose qui me fascine dans ce métier, et que j'ai encore plus de mal à envisager de comment on peut le transmettre, parce que sentir les masses, je pense que on peut savoir le faire, mais transmettre cet apprentissage-là à une personne pour qu'elle le sente enfin, voilà. Après, c'est plus de la sensation que de l'apprentissage. Donc, c'est faire des choses, des endroits plus ou moins ouverts, plus ou moins serrés, avec des matières différentes. On va partir sur les sensations au niveau du frontal, quand on va vraiment se diriger vers un mur, ou à un moment donné, on se rend compte que tout ça, c'est des choses qu'on teste nous-mêmes en formation. En allant vers un mur, à un moment donné, on va se rendre compte que le corps, il a un mouvement de recul, parce qu'il se rend compte qu'il arrive sur quelque chose. Voilà, et donc, on va travailler plutôt sur la sensation. Est-ce que c'est un peu de la sensibilité ? Non, c'est vraiment de la sensation. C'est de la sensibilité, de la sensation. Je pense que c'est un peu des deux. On peut dire que c'est un peu des deux. Il y a des personnes non-voyantes qui vont y être plus ou moins sensibles aussi. On ne l'est pas tous, et pas tous de la même façon. Ouais, mais c'est vraiment fascinant, en tout cas, de voir ça. De se dire qu'on peut sentir les choses sans les voir, et ressentir, comme tu dis, toutes ces choses. C'est vrai qu'en tant que voyant, même malvoyant, on va tout chercher visuellement. On va tout gérer visuellement, et donc du coup, on se laisse pas non plus l'opportunité de ressentir autre chose non plus. Je me demandais si, dans tout ça, est-ce que tu as fait des rencontres que tu n'aurais jamais envisagées si tu n'avais pas été au cœur de ce mouvement chien guide, on va dire ? J'ai pas une personne qui me vient en tête là tout de suite, mais c'est vrai que j'ai rencontré des personnes qui m'ont bluffée. Des personnes déficientes visuelles, forcément, pour qui la déficience est arrivée d'un coup, sans prévenir, et qui, malgré ça, ont rebondi avec une force assez impressionnante, qui se sont reconstruits. Je pense à un monsieur qui a totalement changé de métier, qui a repris 50 formations pour devenir kiné, qui est reparti sur Paris, du coup, au centre de formation, qui a tout reconstruit, qui une fois arrivé ici
a peu exercé, puis après a fait une demande de chien guide. Je pense à une dame que j'accompagne actuellement, je ne sais plus qui doit avoir entre 65 et 70 ans, je pense, quelque chose comme ça. Atteinte d'une maladie, elle a perdu la vue en 2 jours. On pourrait croire qu'à cet âge-là, en plus elle est aujourd'hui dans une résidence pour personnes âgées, on pourrait se dire que là, elle l'accompagnait au quotidien et que du coup... elle n'a pas besoin de... Elle aurait pas besoin de cette autonomie, mais non, tout de suite elle rebondit, elle va de l'avant, et puis elle a une force à son âge où elle veut tout redécouvrir, tout refaire, et c'est très très impressionnant, c'est vraiment une force... tu te prends des leçons de vie comme moi, c'est ça. Je constate ça aussi en faisant différentes interviews là, pour les épisodes. Des fois, de fil en aiguille, je me rends compte que les gens sont pas 2 fois plus jeunes que moi, mais beaucoup plus jeunes que moi. On rebondit en perdant la vue, comme tu disais, à l'adolescence ou en fin d'adolescence, et aujourd'hui font des choses exceptionnelles qui sont loin de ce que je peux faire moi-même avec toutes mes capacités pourtant. Oui, tu dois aussi en croiser pas mal du coup de ces personnes-là qui ont rebondi. Ou des personnes qui n'étaient pas... du tout ouverte à ce qu'on pouvait leur proposer. J'ai le souvenir d'un monsieur avec qui on a été pas mal en conflit au début de l'accompagnement parce qu'il comprenait pas pourquoi il devait passer par là, pourquoi il devait faire ça avant d'avoir un chien. Il pensait, comme beaucoup de personnes, avoir un chien magique. On lui donnait un chien de main, il pouvait faire tout ce qu'il faisait avant ça. Mais c'est un monsieur avec qui... Alors, en plus, c'était au début de ma carrière. J'avais une petite carrière, mais c'est au début de ma carrière. Et on a vraiment appris tous les deux à se comprendre, à créer une confiance. Et ce monsieur, il a avancé. Il est allé très très loin, il a compris des choses. Il a changé d'avis sur tout ça. Mais moi, en même temps, j'ai pu aussi me rendre compte de ce besoin, de ces personnes qui comprennent pas forcément pourquoi on veut les faire passer par tout ça, qu'est-ce qu'on attend d'eux, etc. Et c'était très intéressant aussi de pouvoir créer ce lien avec lui et de voir qu'aujourd'hui, il se débrouille très bien sur ses trajets avec ce chien, tout se passe très très bien aussi, quoi. Il est content d'être passé par là en fin de compte. Oui, c'est vrai que moi, c'est ce que je constate. Il y a beaucoup de personnes et c'est aussi pour ça que je voulais aujourd'hui discuter avec toi, qui ignorent tout simplement, qui méconnaissent, même c'est de l'ignorance dans le sens où on ne connaît pas du tout le métier d'instructeur de locomotion, et que souvent quand ils font leur demande à une école de chien guide et qu'on leur dit vous allez d'abord passer par quelques cours de locomotion, ça fait un peu une remise en cause complète de la manière de se déplacer, et les gens peuvent aussi être assez perturbés, voire offensés par la proposition, alors qu'elle n'est que constructive et que pour aller derrière vers le chien guide, et surtout pas pour dire on va rester à la canne. Enfin, l'objectif, c'est vraiment de maîtriser le déplacement à la canne. J'en ai aussi qui me disaient, le jour où le chien tombe malade, de toute façon, moi, faut que je sorte et faut que j'aille travailler. Donc, par exemple, c'est aussi sécurisant de savoir se déplacer à la canne. Et il y a des techniques, comme tu dis, qui existent et qui repoussent le champ des possibles et qui l'élargit. J'ai une collègue qui avait une métaphore que je trouvais sympa, qui disait que le déplacement à la canne, c'est comme le code de la route. Il faut passer par là pour avoir tous les éléments en main. Après, les personnes, parce que moi, je vous donne tout. Vous en faites ce que vous voulez par la suite. Mais en tout cas, moi, je vous aurais donné tout ce dont vous avez besoin pour derrière comprendre et savoir, être autonome et en sécurité sur vos trajets. Donc la locomotion et donc le déplacement à la canne, parce que c'est l'outil de base, on va dire. Après, on choisit ce qu'on veut, mais la canne est l'outil de base. C'est un peu le code de la route. Il faut passer par là pour après pouvoir aller plus loin. Après, à nous aussi, en tant que professionnels, de prendre les personnes dans leur individualité. Je propose pas le même type d'accompagnement à tout le monde. Après, ça c'est vraiment ma façon de voir les choses en tant que professionnel. On a des personnes qui sont autodidactes quelquefois au niveau du déplacement, qui ont mis en place certaines stratégies qui fonctionnent, qui sont pas les miennes mais qui fonctionnent. Et on va faire avec. Et moi je vais leur apporter des choses. Je suis pas là pour tout chambouler, tout perturber. Je suis là pour les accompagner à aller plus loin. Donc je prends aussi par rapport à ce qu'elles sont, par rapport à ce qu'elles font, et on construit ensemble. Et est-ce que dans tout ton parcours, il y a des choses que tu avais acquis en tant qu'éducatrice spécialisée dont tu te sers aujourd'hui ? Oui, forcément, il y a tout le côté l'écoute, l'empathie, mais aussi l'accompagnement de la personne, la réflexion autour de l'organisation de mes séances, autour de mes propres objectifs, de mes missions et de mes propres objectifs, et comment j'y arrive à ces objectifs. Tout ça, c'est des choses que j'ai plutôt appris en formation d'éducatrice, mais que j'utilise aujourd'hui. La formation d'instructeur de locomotion, c'est moi-même déjà d'apprendre toutes les techniques que j'apprends aux personnes aujourd'hui, de les tester. J'ai tout testé sous bandeau à l'époque. Bien sûr, il y a tout un apprentissage plus technique, plus scolaire sur la déficience visuelle, sur les maladies, etc. Mais vraiment le côté
accompagnement de la personne et tout ce qui entre en compte dans cet accompagnement, c'est mon parcours en tant qu'éducatrice spécialisée qui me permet d'être aussi à l'aise aujourd'hui avec ça. Donc oui, c'est hyper complémentaire. C'est très complémentaire de l'un et de l'autre. Bien sûr. Je reste éducatrice spécialisée dans l'âme, vraiment. C'est bête peut-être de dire ça, mais je suis éducatrice spécialisée et je me suis spécialisée après dans le déplacement de la personne déficiente visuelle. Donc tu es une éducatrice spécialisée en locomotion. Voilà, exactement, c'est tout à fait ça. Mais de toute façon, en formation d'instructeur de locomotion, on est tous déjà diplômés, on a tous une formation. D'accord, c'est ce que j'allais te demander. Si aujourd'hui, les gens qui écoutent ce podcast et qui découvrent peut-être le métier, ou d'autres veulent le faire, enfin, c'est quoi le parcours aujourd'hui pour devenir instructeur en locomotion ? Aujourd'hui, la formation est accessible aux personnes déjà détenteurs d'un diplôme. Donc ça va être éducateur spécialisé, infirmier, psychomotricien, ergothérapeute et STAPS, sport adapté. Ok. Parce que, je te disais, la formation est sur 8 mois, donc on est vraiment sur un apprentissage vraiment de la locomotion, de la déficience visuelle, mais on n'a pas tout l'aspect psychologie, accompagnement, tout ça. Tout ça, on le voit pas lors de cette formation. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment cette base. La formation actuellement a un petit peu changé aussi. Je crois que cette année, sur la prochaine rentrée, du coup je ne sais même plus comment ça va s'appeler, le nom du métier va changer, mais c'est parce qu'ils ont couplé la formation d'instructeur de locomotion et d'AVGiste, accompagnement à la vie journalière. Ils en ont fait un seul métier, je me rappelle pas du nom, mais, mais bon, voilà. Ils en ont fait un seul métier, donc une seule formation. Ok. Et donc, pour les gens qui voudraient faire ça, on disait que ça se passait au sein d'une structure, donc il faut, au préalable, trouver une structure pour aller en formation. Alors, pas forcément. Dans les écoles de chien guide, c'est faisable. Dans plein d'autres structures, c'est le cas aussi. C'est toujours un plus, parce que c'est vrai que c'est une formation qui coûte très cher, et c'est une formation qui se passe sur Paris. Donc, faut être 8 mois sur Paris, donc faut se loger, il faut se nourrir sur Paris, donc ça coûte énormément. Mais sinon, c'est une formation dans laquelle on peut accéder quand on est demandeur d'emploi, à la recherche d'un emploi, quoi. Donc, ou sortant de formation initiale, c'est possible aussi. Mais c'est mieux d'être au sein d'une structure, c'est ce que tu nous disais un petit peu. Alors moi j'ai trouvé ça mieux dans le sens où c'est déjà on est plus tranquille parce qu'on a effectivement on a un contrat, du coup on a quand même un salaire, on a une prise en charge financière. Pour aller sur Paris pendant 8 mois c'est pas rien, clairement. Au retour de cette formation on sait qu'il y a quelque chose qui nous attend aussi. C'est intéressant par ça. Moi ce que j'ai trouvé intéressant aussi c'est que le fait d'être dans une école de chien guide, mon stage de fin d'année je l'ai fait dans une école de chien guide aussi. Voilà, donc j'ai pu expérimenter avant d'être mise dans le bain en rentrant au boulot. Oui, avec tes collègues du coup qui étaient déjà là, j'imagine aussi, t'as pas ouvert la porte de l'instruction de locomotion, on a toujours eu dans les écoles de chien guide. Ça fait très longtemps que c'est couplé, en tout cas, très longtemps. Parce que comme on le disait au début, le chien guide reste un outil avec des grands guillemets pour de la locomotion, le déplacement dans la vie d'une personne déficiente visuelle. Ouais. Je trouve ça vraiment un plus qu'aujourd'hui, ça fait quelques années bien sûr, mais pour moi c'est vraiment un plus que les instructeurs de locomotion soient dans les écoles de chien guide. Déjà parce qu'on a je pense une qualité au niveau de l'accompagnement, c'est-à-dire qu'on accompagne vers le chien guide, donc on prépare aussi la personne à ce changement de déplacement entre la canne et le chien. On est au sein de la structure, donc on a un échange direct avec les éducateurs. Et clairement, on a une prise en charge beaucoup plus rapide que dans les autres centres extérieurs qui ont des listes d'attente énormes, malheureusement. Du coup, oui, c'est vrai que ça se déclenche en même temps que le dossier. Ouais. Et après, la remise peut tarder un peu parce qu'il y a besoin de trouver le bon chien. Mais en tout cas, le travail peut commencer dès les premiers mois. En termes de locomotion, il suffit d'avoir Marion en face de nous et c'est parti. C'est un peu ça. Je voulais te demander si tu avais un pire et un meilleur moment du coup, dans ton activité au sein des chiens guides. Pareil, toujours difficile de cibler un moment particulier. Tu peux en donner plusieurs. Je peux en donner plusieurs. Non, après, je sais que les moments que j'affectionne beaucoup, il va y avoir les fins de remise de chiens guides donc auxquelles je participe. Il y a aussi les remises officielles. La remise officielle, c'est aussi un moment où la personne peut s'exprimer sur son parcours un petit peu. Et où nous aussi, on peut avoir quelques mots aussi pour cette personne et c'est généralement assez émouvant. Parce que on est dans l'action, donc quand on accompagne les personnes et faire ce bilan à la fin, se rendre compte que de ce qu'on a pu apporter à cette personne et de ce que ça, tout ce qu'elle a aujourd'hui, tout ce que ça lui a apporté également, c'est moi j'aime bien. Ça permet de prendre un peu du recul au final sur toute l'aventure. Ça prend du recul on prend du recul et voilà, et la personne exprime vraiment ce dont par quoi elle est passée, ce que ça lui a apporté, et on se rend compte vraiment qu'on a bien bossé en quelque sorte,
que l'objectif est atteint et c'est toujours des moments intéressants. Moi, j'aime bien. Je suis aussi très, alors, je vais pas dire sensible, mais j'aime beaucoup aussi la partie sensibilisation que j'essaye de faire tant que possible. Alors que ce soit auprès du public lambda, mais aussi auprès de structures médicales, médico-sociales, avec des professionnels de la basse vision ou non. Mais mes bons moments aussi, c'est de me rendre compte que j'ai rencontré, par exemple, il y a plusieurs mois, peut-être presque un an maintenant, les ophtalmologues du CHU d'Amiens pour leur expliquer ce qu'était que la locomotion, l'accompagnement qu'on proposait en école de chien guide. Et c'est génial parce qu'en fait, généralement, malheureusement, souvent quand les personnes vont chez l'ophtalmo et qu'on leur dit, bah voilà, vous en êtes là, en termes vraiment d'ophtalmologie, je ne peux plus rien pour vous. Mais qu'est-ce qu'on a derrière ? Ouais. Et beaucoup de professionnels ne savent pas ce qu'il y a derrière, du coup n'orientent pas forcément les personnes ce que ne connaissent pas. Et pouvoir leur apporter cette connaissance, leur dire aussi, mais vous êtes arrivé à la fin de votre accompagnement, mais quand vous avez fini, moi j'arrive et nous on peut commencer autre chose. Et il y a toujours quelque chose derrière. Et ces médecins qui, suite à ça, les mois qui ont suivi nous ont orientés. Des personnes qui a en projet le chien guide ou la canne blanche électronique qui est un autre outil qu'on propose. Je trouve ça génial parce qu'on crée la chaîne et c'est comme ça qu'on va avancer. C'est comme ça qu'on va nous connaître, que les gens vont savoir qu'ils peuvent s'adresser à nous. C'est comme ça aussi qu'on casse ce côté chien guide d'aveugle ou de malvoyant. Voilà, on casse un peu ce côté aveugle. Non, les personnes malvoyantes peuvent aussi venir vers nous, mais à nous de transmettre cette information auprès du public, d'un public lambda, auprès des personnes déficientes visuelles, mais aussi, et c'est très important, auprès des professionnels. Oui, parce que du coup, les professionnels sont les premiers à mettre le doigt sur la déficience visuelle en tant que telle. Mais c'est vrai que arriver et dire je peux plus rien pour vous, c'est pas non plus quelque chose qui aide à l'accompagnement de la personne. Parce qu'une fois qu'on est arrivé au bout de sa consultation d'ophtalmologie, il y a encore du chemin derrière. Il y a encore du chemin derrière, mais il faut le savoir en fait pour pouvoir entamer ce chemin. Bon, en tout cas, c'est super, ça, la boucle est bouclée. On est reparti à partir du début jusqu'à la fin sur tout ce métier qui est hyper complet, vraiment, et qui, du coup, est vraiment méconnu, moi, je trouve. Après, je sais pas combien il y a d'instructeurs de locomotion en France, parce que déjà, des éducateurs de chien guide, il y en a pas beaucoup. Je pense que les instructeurs de locomotion, c'est encore moins. Je ne sais pas à dire, je pense qu'on est peut-être entre 250 et 300. À voir ceux qui sont encore en activité et ceux qui ne le sont plus. Aussi, ça tourne, voilà. C'est normal. Non, c'est pas un métier connu. Moi, la première, avant d'arriver ici, je ne le connaissais même pas. Donc, non, c'est un métier méconnu, mais qui gagne vraiment à être connu. En tout cas, on le fait aujourd'hui et on échange. Et je suis ravie vraiment que tu aies accepté cette invitation. Plaisir. Et d'être accueillie ici, chez vous, au Chien Guide du Nord. Et écoute, merci beaucoup Marion pour tout cet échange. Avec plaisir. Et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté, en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Marion, qui m'a dévoilé en toute simplicité les dessous de son métier des plus méconnus au sein du mouvement Chien Guide. Et merci encore à l'École du Nord pour leur accueil hyper chaleureux. Pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver dès maintenant l'article avec plein de photos illustrant le métier de Marion au quotidien sur mon blog futurchienguide.fr. Et en cette rentrée, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours sur mon Instagram @futurchienguide ou via un avis Apple Podcast. Sachez qu'ils me reboostent et que je les partage à tous les coups. Suite aux épisodes et hors-série de l'été, merci d'avoir été au rendez-vous. Alors pour continuer à faire grandir ce podcast, usons du bouche à oreille et n'oubliez pas de m'identifier sur Instagram lors de vos écoutes, ça fait vraiment chaud au cœur. Alors à très bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugle.